Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle insaisissable review. Après la grande bataille pour sauver Oshina et ses hommes d'une mort certaine, les choses se calment mais ne restent pas moins intéressantes. Dans cette review, je vais donc aborder deux points du récit qui me semblent importants. Comme dit le titre, Yusei Matsui nous ramène à Kamakura, qui est sous l'autorité des Ashikaga. Shizuku, qui est allé discrètement, nous raconte alors que la ville a été transformée par les nouveaux maîtres bien plus jeunes que le clan Hojo et bien plus efficaces que le clan Nita, qui avait pris la suite des Hojo après leur chute. Ce dernier a échoué à relever la cité en ruine, et c'est ainsi que Tadayoshi Ashikaga, le frère de Takoji, a repris les rênes. Pour remettre la cité d'aplomb, il s'est entouré d'un groupe de personnes appelées la Garde de l'Auvent du Kanto. C'est là un regroupement des jeunes les plus prometteurs que Yusei Matsui nous présente rapidement. Le caractère propre à chacun est déjà bien esquissé, sauf celui d'un intrigant masque en forme de tête de cheval, qu'on ne voit que brièvement dans une des cases. Ensuite, Tadayoshi nous se présente devant une foule et déclare que son clan fera renier la paix, en plus de vendre ensuite des serviettes ornant le symbole des Ashikaga, qui se vend apparemment très bien. Il a vraiment le sens du commerce, Tadayoshi. Cela dit, c'est efficace car la foule semble acquise à la cause de Tadayoshi, vu la ferveur qui s'en dégage. Cependant, des hommes en armes surgissent alors de la foule et tentent d'attaquer Tadayoshi. On dirait donc qu'il reste encore des fidèles du clan Hojo dans Kamakura. Cette tentative de rébellion est l'occasion parfaite pour montrer de quoi sont capables cette juvénile garde de l'Auvent du Kanto. Et elle impressionne directement, car Iwamatsu et Shibukawa décapitent d'un coup vif les deux assaillants. Cela ne décourage pas les rebelles qui étaient apparemment assez nombreux dans la foule, car quand l'un d'entre eux sonne une cloche, d'autres jaillissent de la foule. Cela réjouit Iwamatsu, alors que Magojiro anticipe la stratégie de l'ennemi, et en étant convaincu que ce son de cloche servait de signal pour deux troupes stationnées plus loin. Iwamatsu et Shibukawa se rendent alors à l'endroit indiqué par Magojiro, qui semble sûr que les renforts s'y trouvent. Son instinct se révèle correct, car en effet, une troupe de soldats rebelles s'y trouve et se prépare à attaquer quand Iwamatsu et Shibukawa arrivent. Ces deux derniers dégainent alors chacune une gigantesque épée que Yusei Matsui nous présente dans une case occupant les trois quarts de la page, plutôt impressionnante, avec les différents éléments super bien agencés. Les deux samouraïs croisant leur énorme épée avec les ennemis dans l'intersection, c'est vraiment bien pensé et rend Iwamatsu et Shibukawa vraiment menaçants. Cela dit, ça n'a qu'à moitié les rebelles qui se croient protégés par une douve les séparant des deux samouraïs, mais c'est sans compter la portée de ces énormes katanas qui tranchent facilement les infortunés rebelles. Du côté de la place où est resté le reste de la garde de l'Auvent, Magojiro et Uesugi semblent eux aussi bien se débrouiller, ayant même le temps de papoter pendant leur combat. Quant à Tadayoshi, il s'occupe tranquillement des affaires de la cité, assis sur les escaliers d'où il a déclamé son discours, se plaçant à la limite de la portée des flèches ennemies. Donc le gars, il est tranquille, quoi. Il a calculé précisément la portée des flèches et il s'est mis juste à la limite, comme ça il est sûr de ne pas se faire avoir. On voit déjà que le gars, il en a dans le cerveau. Ensuite, c'est Imagawa Norimitsu qui est présenté comme quelqu'un de terrifiant, même s'il n'en a pas l'air, car il reste immobile, son arme à la main et toujours flanqué de cet étrange masque de cheval. Tadayoshi fait ensuite remarquer à Magojiro qu'il y a une faiblesse dans les vents sur sa droite, ce qui surprend autant Magojiro que le lecteur, car Tadayoshi semble avoir des yeux partout. La rébellion est ainsi matée et la phase de présentation de la carte de l'Auvent du Kanto est donc terminée. C'est certes encore une fois assez classique, mais c'est intéressant de découvrir les futurs adversaires des insaisissables, car nul doute que ces deux groupes se rencontreront. De ce que l'on voit, cette carte de l'Auvent semble équilibrée, avec deux stratèges qui sont Tadayoshi et Magojiro, et deux guerriers qui sont Iwamatsu et Shibukawa. Pour Uesugi et Norimitsu, le rôle est encore indéfini, même si on a vu que Uesugi semble bien se débrouiller à l'épée. Quand on revient du côté des insaisissables, et à la fin du récit de Shizuku, les compagnons du prince samouraï sont plutôt ravis de savoir qu'il existe des jeunes tout aussi puissants qu'eux. Mais ce que je trouve très joli dans cette fin de récit, c'est Tokiyuki assis à la japonaise sur le sable devant la mer, exprimant tout son amour pour sa ville natale de Kamakura. Encore une fois, Yusei Matsui me régale avec cette case prenant la moitié de la page, et cet arrière-plan détaillé, tout comme Tokiyuki lui-même, c'est vraiment une jolie fin de chapitre.
Dans cette seconde partie, on retourne à Shimano où Sadamune a devisé une stratégie pour tenter de découvrir le secret entourant le jeune Shojumaru qu'il a battu au tir au chien l'année passée. Car le gouverneur soupçonne le garçon d'être un Hojo ou une famille vassale du clan. Le rusé samouraï envoie alors une offrande au temple Suwa qui pousse donc Yorishige à lui envoyer un cadeau au retour. Cependant, l'envoyé de Sadamune demande à ce que ce soit Shojumaru, alias Tokiyuki, qui vienne le lui livrer. Une requête que Yorishige n'avait pas vu venir, mais il comprend directement la raison de cette requête. Cependant, il reste convaincu que Sadamune n'a pas percé le secret du mystérieux Shojumaru, apparu au sanctuaire juste après la chute du shogunat. Même en sa songe-là, Yorishige ne peut qu'accepter cette requête, car sinon cela serait suspect. L'envoyé de Sadamune demande ensuite que Shojumaru vienne seul, mais Ayako se propose tout de même de l'accompagner, prétextant que le jeune garçon est trop petit pour faire le voyage seul. L'envoyé de Sadamune commence par refuser, mais Ayako utilise la même tactique que lui, en insinuant qu'un refus signifierait que le clan Ogasawara aurait peur d'une jeune fille. Car un peu plus tôt, cet envoyé avait dit à peu près la même chose concernant un potentiel refus d'envoyer Shojumaru qui serait très louche. Le serviteur du gouverneur n'a pas d'autre choix que d'accepter, et en voilà qu'Ayako n'est pas faite que de muscles et de puissance brute. Elle sait aussi parfaitement contrer les piques verbales de son interlocuteur. D'ailleurs, une fois que cette interview est terminée, on en apprend plus sur Ayako à travers des doutes de Tokiyuki quant au succès de cette mission avec sa servante, car j'ai l'impression que Tokiyuki pense qu'elle a tout dans la force et pas grand chose dans le cerveau. C'est pas très sympa quand même. Hein. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce qu'on a vu d'elle, c'est plutôt la bagarre. Après, se faire une si basse idée de sa servante, c'est quand même pas très sympa. Mais cela dit, il est vrai que son caractère enjoué et très fonceur ne montre souvent qu'une facette de son caractère, mais comme le dit Yorishige à Tokiyuki, elle est plus maligne que le jeune garçon ne le pense, et rien que son intervention avec l'envoyé de Sadamune, un peu plus tôt, le montre bien. De plus, on apprend que l'héroïne préférée d'Ayako est une certaine Tomoe Gozen, une femme samouraï au service d'un commandant dont le clan était anéanti et qui a trouvé refuge à Shimano pour ensuite partir à la reconquête de son pouvoir perdu. Les similarités entre Tomoe et Ayako sont saisissantes, tant les situations sont très proches, malgré que la fascination d'Ayako pour Tomoe a commencé bien avant sa rencontre avec Tokiyuki. Ces points communs n'échappent bien sûr pas à Yorishige, qui en profite pour faire une petite morale à Tokiyuki, car si le commandant qui se trouvait dans la même situation que le jeune héritier a bien repris le pouvoir, il a fini par le perdre à cause de son manque d'éducation. Yorishige enchaîne alors que Tokiyuki doit éviter cela en continuant d'étudier au grand désespoir du jeune garçon. Ensuite vient alors le nouveau face-à-face entre Sadamune et Tokiyuki, qui est arrivé à sa résidence accompagné d'Ayako. Celle-ci doit attendre à l'extérieur, comme le serviteur de Sadamune, et le prince samouraï fait alors face seul au rusé gouverneur de Shimano. Ce qui est intéressant dans cette rencontre, c'est qu'elle a lieu hors du champ de bataille. Les adversaires se battront alors avec leurs mots plutôt qu'avec leurs soldats et leurs katanas. Ça donne donc un moment certes statique, mais néanmoins intense. De plus, ça change des batailles rangées, donc c'est une excellente idée de Yusei Masui, je trouve. Cette confrontation commence donc par Tokiyuki, qui vient s'asseoir face à Sadamune, résolu à ne pas se laisser faire ni insulter. C'est donc bien de voir une telle détermination face au redoutable adversaire qu'est le gouverneur. Cependant, avant de commencer les hostilités, Sadamune gronde Tokiyuki sur sa manière de s'être assis. Cela surprend autant le jeune garçon que le lecteur, et encore plus le lecteur occidental que nous sommes, car nous sommes moins habitués aux coutumes japonaises. En effet, Sadamune explique que la façon dont s'est assis Tokiyuki n'est pas respectueuse, même envers son ennemi. Il dit même envers une vie que l'on souhaite prendre, montrant bien que Sadamune sait bien que Tokiyuki a des velléités contre lui. Cela dit, à travers cette remontrance, Yusei Matsui nous explique que la manière traditionnelle japonaise actuelle a été en fait inventée par Sadamune, ce qui montre que le gouverneur a laissé une trace durable dans l'histoire du Japon, et ça n'est pas rien. Tokiyuki lui comprend alors que c'est lui qui vient d'insulter le gouverneur et se corrige alors aussitôt, et se repositionne dans la position traditionnelle que donc Sadamune a inventée. Ensuite, les deux adversaires commencent d'abord par la politesse d'usage, puis ensuite Sadamune commence les hostilités en faisant remarquer à Tokiyuki qu'il s'assied avec une certaine grâce, bien habituelle pour un grossier samouraï de Shimano. Cette pique est bien sûr destinée à connaître les origines de Tokiyuki,
mais ce dernier réplique par une autre pique en disant que c'est plutôt le fait de blesser une servante à l'oreille qui était bien grossier. Souvenez-vous, dans un tome précédent, donc pendant la compétition de tir au chien, l'une des principales actions de Sadamune avant la compétition, c'était de montrer comment il est trop fort à l'arc à flèche en tirant une flèche sur l'oreille d'une servante. C'était pas très aimable, mais voilà. Et donc ici Tokiyuki lui ressort un an plus tard, c'est bien envoyé. Donc cette réplique cinglante de Tokiyuki m'a assez impressionné, car il est tout de même face à son plus grand adversaire pour le moment, et quelques pages auparavant, avant de s'asseoir, il s'était même dit que Sadamune était encore plus impressionnant de près que dans un champ de bataille. J'ai donc eu là l'impression que Tokiyuki a à nouveau déployé sa transe où rien ne peut l'infléchir. De plus, ce que j'apprécie particulièrement, c'est la mise en scène de Yusei Matsui qui dépeint en filigrane Tokiyuki et Sadamune se lançant des flèches avec chacun évitant la réplique cinglante de l'autre. Je ne pense pas que c'était nécessaire à la scène, mais ça illustre parfaitement le combat verbal auquel les deux adversaires se livrent. Ce qui est amusant, et en même temps bien pensé, c'est qu'ils sont représentés avec une simple toge couvrant la moitié de leur torse et un arc à la main. Mais Sadamune a un aspect assez terrifiant, sacrément musclé, alors que Tokiyuki a une allure simple, les cheveux détachés et absolument aucun muscle. Le contraste entre les deux est saisissant, et il y a un peu des airs de David contre Goliath pour faire un parallèle dans notre culture occidentale. On a donc ainsi un combat d'esprit, car Tokiyuki doit pouvoir répondre aux questions pièges de Sadamune, et c'est là qu'une fois de plus, l'insistance de Yorishige à ce que le garçon étudie bien et soit préparé se révèle être crucial, car grâce à cela, Tokiyuki répond à chaque question avec une réponse tout à fait cohérente et plausible, ne donnant aucun angle à Sadamune pour le coincer. Plus encore, Tokiyuki se permet même d'envoyer lui-même quelques piques, notamment quand Sadamune trouve étrange que ses compagnons, vus au combat, l'appellent tous seigneur, alors qu'ils sont chacun d'un clan largement supérieur à un garde du sanctuaire. Car je ne l'ai pas dit plus haut, mais Tokiyuki, qui se fait appeler Shojumaru, se dit être l'enfant d'un simple garde du sanctuaire, qui est mort en fait déjà, donc il pourrait pas être là pour témoigner. Et comme ça, il cache effectivement qu'il est un peu l'héritier du shogunat, parce que sinon c'est pas bien. Donc voilà. Donc alors Tokiyuki répond alors qu'ils font cela après avoir perdu au jeu du démon, et se demande alors pourquoi le gouverneur de Shimano s'intéresse à un jeu d'enfant, le tout d'un air légèrement moqueur et un peu méprisant. Cette aisance et cette confiance est bien ressentie par Sadamune, qui ne se laisse pas abattre et tente donc une autre tactique pour déstabiliser Tokiyuki. Le gouverneur appelle alors son serviteur qu'il avait envoyé à Suwa. Ce dernier révèle alors qu'il a servi à Kamakura et a bien connu les maisons des Hojo et de leurs vassaux. Il déclare ensuite qu'il reconnaît Tokiyuki, impliquant ainsi que le garçon fréquentait bien les hautes sphères du pouvoir, contrairement à ce qu'il affirme. Face à ce témoignage accablant, Sadamune espère voir Tokiyuki se décomposer, mais il n'en est rien, car le jeune garçon se demande alors quelle est la raison de ce mensonge, car un vulgaire garde du sanctuaire n'aurait jamais pu entrer dans les maisons de la haute société de Kamakura. Cette réplique est illustrée avec un gros plan sur le visage de Tokiyuki, prenant la moitié de la page, rendant ainsi parfaitement toute la décontraction avec laquelle il répond à ce témoignage pourtant assez incriminant. On comprend ensuite la confiance de Tokiyuki, car il est certain que c'est du bluff, car au jour de sa résidence, il sortait discrètement quand il voulait esquiver sa leçon. Quant à ses sorties officielles, il était caché à l'intérieur d'un palanquin. De plus, ce serviteur est de trop basse classe pour pouvoir connaître Tokiyuki. C'est donc là qu'on voit bien que ni Sadamune ni son serviteur ne pensent un instant que le Shojumaru qu'ils ont devant eux soit l'héritier du shogunat de Kamakura, sinon Sadamune n'aurait pas tenté ce bluff avec un serviteur. Cependant, malgré les protestations du serviteur, qui n'apprécie pas trop que Tokiyuki le traite de menteur, ce bluff donne la possibilité à Tokiyuki de décocher une pique bien plus puissante que les précédentes en s'offusquant que le clan Ogasawara ait envoyé un menteur comme messager à Shua, et que cela était d'une grossièreté dépassant les limites de l'acceptable. Cette réplique parfaitement envoyée est illustrée en arrière-plan avec un Tokiyuki déclenchant une puissante flèche dans le cou de Sadamune qui ne réplique pas et se prend donc la flèche. Suite à cela, le gouverneur renvoie son serviteur, voyant bien que cela a échoué.
On pourrait alors penser que Tokiyoki va s'en sortir indemne de cet interrogatoire, mais Sadamune a décidément tout prévu, et c'est là qu'arrive le redoutable Ishikawa et ses oreilles d'enfer. Sadamune sait donc les sous-entendus et les stratagèmes en dévoilant sa véritable intention en faisant venir Tokiyoki. Il le soupçonne d'être un Hojo et veut donc maintenant l'observer et l'entendre de près quand il posera la question fatidique. Tokiyoki s'insurge d'être ainsi scruté, invoquant le non-respect de la bienséance, mais Sadamune réplique qu'en temps de guerre, la bienséance ne dure qu'un temps et qu'il faut parfois l'enfreindre pour arriver à ses fins. Alors que Sadamune lui pose enfin la question de savoir si c'est un Hojo, Tokiyoki se trouve là véritablement décontenancé pour la première fois depuis le début de l'entrevue, et son secret semble être sur le point d'être dévoilé quand soudainement, Ishikawa, qui tente d'écouter les battements de cœur de Tokiyoki, est dérangé par une musique assourdissante venant de l'extérieur. C'est là qu'on découvre que c'est Ayako qui s'est mis à danser et à jouer de la musique avec une dextérité et une ferveur qui séduit tous les serviteurs présents. Cela dit, malgré une dextérité louée par ses spectateurs, Ishikawa ne semble pas sensible à cette musique, pourtant traditionnelle, et demande de stopper cette musique sur le champ car il discute de choses importantes avec Sadamune et Tokiyoki. Ayako réplique qu'elle est étonnée qu'il parle de choses si importantes avec l'enfant qu'est Tokiyoki. Et de plus, d'un air un peu taquin, elle se permet de mettre la pression sur Sadamune et Ishikawa pour que l'entrevue se termine rapidement, des samouraïs les attendant déjà près de la frontière et tout retard créerait des problèmes. Elle ajoute aussi qu'elle ne pensait pas que ça durerait aussi longtemps, juste pour le messager envoie les cadeaux à Sadamune et que Sadamune lui remercie. Sadamune dit alors qu'il en a presque fini et pousse Tokiyoki à revenir dans la salle, mais pas avant qu'Ayako ait pu rassurer le jeune garçon quant au fait qu'elle surveille ses arrières. Si Ayako arrive à perturber les deux adversaires de Tokiyoki, c'est aussi grâce à la prévoyance toujours très utile de Yorishige, qui était certain que Sadamune ferait appel à Ishikawa, pour qu'ils combinent leurs aptitudes et ainsi arracher la vérité à Tokiyoki. Pour cela, il a envoyé Gemba obstruer le chemin pour retarder Ishikawa. Cependant, si ce plan ne fonctionnait pas, Yorishige avait demandé à Ayako de perturber la vue de Sadamune ou Louis d'Ishikawa, un des deux. Et on sait maintenant qu'elle a choisi donc de perturber Louis d'Ishikawa. C'est donc encore une fois un travail d'équipe pour soutenir Tokiyoki en cas de problème. C'est d'ailleurs très efficace car une fois que ce dernier revient dans la salle avec Sadamune et Ishikawa, il est à nouveau imperturbable et quand Sadamune lui repose la question de savoir si c'est un Hojo, les deux compères comprennent vite qu'ils ne peuvent plus discerner le vrai du faux. Le gouverneur congédie alors Tokiyoki tout en l'avertissant que s'il le reveille sur le champ de bataille, il le tuerait. Sur le chemin du retour, Tokiyoki remercie chaleureusement Ayako car il a bien compris le stratagème derrière cette interruption musicale. Si Tokiyoki le dit très candidement, Ayako elle semble plutôt charmée. Si ça continue comme ça, il va y avoir une lutte entre elle et Shijoku pour la mort de leur seigneur. Là ce sera plus un manga historique, ce sera un triangle amoureux, tu vas voir. Cependant, cette scène quelque peu romantique est interrompue par Shinzaburo, l'envoyé de Sadamune à Shimano, qui avait tenté un bluff un peu plus tôt. Il tenta d'un coup puissant de tuer Tokiyoki par rage d'avoir déçu son seigneur, mais Ayako fut plus vive que lui et se jeta avec Tokiyoki à terre pour éviter la mort. Shinzaburo revint ensuite à la charge, mais Ayako parate à nouveau le coup après avoir jeté Tokiyoki comme un simple sac de patates. Heureusement que Tokiyoki n'est pas très à cheval sur le protocole, car jeter son seigneur, c'est pas très courtois. Cela dit, même si Ayako apparaît ce premier coup, elle se dit compte que contrairement à Kojiro et à son adversaire, elle ne maîtrise aucune arme, mais qu'à la place, elle sait se servir de tout ce qu'elle a sous la main, grâce à sa force démesurée. Elle en fait la preuve en se saisissant d'une baguette de tambour et la jette avec force sur Shinzaburo, qui ne peut éviter le projectile et se le prend en pleine face. Ayako continue son offensive en cassant le tambour sous la tête de Shinzaburo pour ensuite le soulever à main nue et lui faire une prise d'art martial qui projette Shinzaburo à terre, la tête la première qui s'écrasa sous la roche. Ensuite, Ayako veut tenter une autre technique qui consiste à décapiter son adversaire à main nue. C'est aussi inspiré de Tomoe Gozen, son héroïne. Cependant, elle est arrêtée in extremis par Tokiyoki, qui lui dit que ce ne serait pas très convenable, car ils étaient venus en tant que messagers et non en tant que guerriers. Ayako accepte et laisse donc le pauvre Shinzaburo pour repartir ensuite. Cette fois-ci, elle n'est plus interrompue pour déclarer à Tokiyoki que grâce à lui, elle peut suivre les traces de son héroïne qui s'était mise aussi au service d'un seigneur qui avait tout perdu,
mais qui cherchait à nouveau à retrouver son pouvoir. De plus, elle déclare assez innocemment qu'elle compte donner naissance à de nombreux enfants de Tokiyuki et attend donc ses avances. Cela surprend et dégoûte un peu Tokiyuki, qui se demande bien si elle se rend compte de sa demande alors que les deux n'ont que 9 ans. Tokiyuki pense cependant que malgré ses excès, Ayako deviendra une puissante et belle guerrière, alors que le jeune garçon, lui, ne sait pas s'il fera un bon seigneur. En conclusion, cette entrevue entre Sadamune et Tokiyuki fut donc le point central de cette review, car j'ai trouvé ce moment très intéressant à plusieurs égards. Tout d'abord, on observe comment Tokiyuki arrive à esquiver toutes les questions pièges de Sadamune grâce à sa préparation et à son mental inflexible face aux assauts verbaux du gouverneur. Comme j'ai déjà dit plus tôt, j'ai vraiment beaucoup aimé la mise en scène avec le combat d'arc à flèche en arrière-plan pour illustrer les offensives et répliques de chacun. Ça dénumise vraiment bien l'échange qui en fait est un peu statique parce qu'ils ne font que se répliquer, même si par les diverses stratégies de Sadamune, ça dynamise au plus un peu l'échange aussi. Ils ne font pas que parler, juste moi je parle, toi tu répliques et tout ça. Non, ils invitent des gens et tout, c'est bien ça aussi. Mais je trouve que le petit arrière-plan donne vraiment un côté encore plus dynamique. En plus de cela, on a droit à un bon développement d'Ayako qui se trouve d'une aide précieuse autant durant l'entrevue qu'après quand Shinzaburo attaque par surprise. Ce n'étaient pas des chapitres remplis d'action, de combats et de stratégie militaire, mais ça reste tout aussi passionnant de voir les deux adversaires se lancer dans une joute verbale aussi intense. De plus, ça change du combat et nous montre une autre facette des personnages. Bien sûr, et je dois sûrement le répéter à chaque review, la mise en scène et le dessin étaient encore au top. Je trouve qu'on ne s'ennuie pas un instant et que presque chaque page est un vrai régal pour les yeux. Donc voilà, j'en fini ici avec cette review, et je vous dis donc à une prochaine fois pour une autre review insaisissable.